D'une certaine manière, je pense qu'il est injuste de faire miroiter aux survivants l'idée irréaliste que leur chagrin peut simplement se résoudre et trouver une conclusion douce. Il est plus sain, plus honnête et plus sûr de reconnaître que ce chagrin reviendra vous frapper de temps en temps, déclenché par n'importe quoi, d'un événement familial à une publication sur les réseaux sociaux, en passant par une brève conversation avec un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et que vous croisez à l'épicerie. Que se passe-t-il le lundi? Cette question peut sembler étrange, mais pour certains, elle évoque une image très précise, celle d'un retour brutal à la réalité après une parenthèse hors du temps. C'est l'éternelle question qui se pose après une expérience intense et isolée, que ce soit une retraite de méditation d'un week-end, un séminaire de développement personnel ou même des vacances particulièrement réussies. On passe quelques jours dans une bulle protectrice, entourée de bienveillance, concentrée sur son bien-être. Et puis, le lundi arrive. Le retour à la vie normale, au travail, aux responsabilités, et pour beaucoup, au contact de la personne qui est à l'origine de leur souffrance. C'est une question cruciale pour les survivants d'abus narcissiques qui tentent de guérir. Beaucoup cherchent de l'aide, s'immergeant dans des expériences de guérison qui durent un jour, un week-end, voire une semaine. Ils y apprennent, partagent, se sentent enfin compris et validés. Ils repartent avec un sentiment de force et de clarté renouvelée. Mais inévitablement, la question se pose, que se passe-t-il le lundi? Car c'est là que réside toute la complexité. L'une des choses que j'observe universellement chez les survivants d'abus narcissiques, c'est que lorsqu'ils parviennent à s'éloigner, même pour une courte durée, de l'invalidation chronique, des critiques, de la honte, de la rage, de la manipulation et du gaslighting. Lorsqu'ils passent du temps avec des personnes bienveillantes et validantes, dans un environnement où la parole est sûre et où l'on se concentre sur la pleine conscience et la santé. Ils s'épanouissent. Passer quelques jours à simplement être soi-même, sans être jugé, est profondément guérisseur. Mais je le demande à nouveau, que se passe-t-il le lundi? Que se passe-t-il lorsque vous quittez cette bulle et que vous retournez dans l'espace partagé avec la personne narcissique? De retour à la maison, au travail. Que se passe-t-il après avoir consacré toutes ces heures à apprendre sur vous-même, à respirer, à vous sentir plus fort? Le retour peut être d'une violence inouïe. C'est comme tomber d'une échelle ou recevoir un seau d'eau glacée en plein visage. Tous les progrès réalisés durant ce week-end ou cette semaine semblent se dissiper en un instant. Tous les outils acquis paraissent insuffisants pour endiguer le désespoir, la douleur, le chagrin et l'épuisement qui ressurgissent en présence de l'individu narcissique. Passer d'un sentiment de plénitude, de soutien et même d'espoir, à un retour au désespoir peut rendre la guérison impossible. Pour guérir de l'abus narcissique, il faut comprendre que c'est un processus en plusieurs étapes, un marathon, et non un sprint. Premièrement, il faut savoir ce qu'est l'abus narcissique et comment il se manifeste. Il faut connaître les traits et les comportements qui le composent. Deuxièmement, il faut voir comment ces schémas vous affectent personnellement. Ensuite, il faut être prêt à voir le narcissisme de l'autre clairement. C'est ce qui amorce le long chemin vers ce que l'on appelle l'acceptation radicale. Et puis, il y a le raz-de-marée du deuil. Ce n'est que lorsque ce deuil s'apaise et que vous commencez à revoir la lumière que vous pouvez entamer la phase de désengagement, construire un réseau de soutien et vous donner lentement la permission d'être vous-même dans des endroits plus sûrs. Et laissez-moi vous dire, même si je le souhaiterais, tout cela ne peut pas se produire en un week-end. On peut certainement faire des pas de géant, mais ce ne sera jamais une solution miracle. Et nous restons avec cette satanée question. Que se passe-t-il le lundi? Le lundi, nous sommes tous rappelés à une douloureuse vérité. Dans la plupart des cas, nos vies seraient meilleures si la personne narcissique n'en faisait pas partie. Mais il n'est pas toujours possible de quitter ces situations. Nos tentatives de guérison deviennent alors un rappel presque cruel du contraste saisissant entre quelques jours passés avec des personnes bienveillantes et le retour dans un espace invalidant. On comprend alors pourquoi tant de gens restent dans le déni. Si l'on sent qu'on ne peut pas opérer de changement majeur, comme quitter la relation, ce contraste est tout simplement trop déstabilisant. Il est plus facile de ne pas le voir. C'est pourquoi je préviens toujours que la guérison prend du temps. Ces retraites et ces stages sont loin d'être inutiles. Au minimum, ils vous donnent plus d'outils dans votre boîte. Ils peuvent renforcer votre acceptation radicale, vous aider à naviguer le deuil et vous donner des stratégies pour vous déconnecter et vous désengager. Mais le lundi arrive toujours. Et après quelques moments de gaslighting,
la résolution que vous aviez en quittant votre espace de guérison peut s'évaporer. La clé est de reconnaître que la guérison consiste à gravir une montagne escarpée, pas à pas. Il n'y a pas de magie. C'est un travail dur, brutal, douloureux, rempli de réalisations déchirantes, de sauts courageux dans l'inconnu et d'une excavation de soi. L'un des aspects les plus difficiles de ce voyage est l'acceptation de l'impuissance. Dans notre culture, nous n'aimons pas cette idée. Nous sommes encouragés à croire que tout est possible, que nous pouvons changer les gens si nous essayons assez fort. Mais la réalité des personnalités narcissiques est qu'elles sont particulièrement rigides. Elles ont une faible capacité à réfléchir sur leur propre comportement ou à reconnaître qu'ils posent problème. Elles préfèrent rejeter la faute sur les autres. Il n'y a donc aucune motivation intrinsèque au changement. L'acceptation radicale ne consiste pas seulement à comprendre que la personne narcissique ne changera probablement pas. Le point le plus crucial, et le plus douloureux, est de réaliser que vous ne pouvez rien faire pour la changer. C'est une fois que l'on intègre cette vérité que l'on peut vraiment commencer à guérir. J'ai eu l'occasion de parler de ce sujet dans diverses parties du monde, et j'ai entendu des histoires qui illustrent cette impuissance de manière extrême. Dans certains pays, les lois sur la garde des enfants, mêlées à des questions d'immigration et de citoyenneté, créent des situations cauchemardesques. Des parents protecteurs peuvent perdre la garde de leurs enfants, qui sont parfois emmenés dans un autre pays sans aucun recours possible. Ces systèmes, qu'ils soient judiciaires ou sociaux, peuvent rendre les gens complètement et totalement impuissants. J'ai parlé avec des survivants qui avaient effectivement perdu leurs enfants. La seule chose qu'ils pouvaient faire était de profiter au maximum des visites périodiques, des appels vidéo et des lettres. Ils avaient atteint un niveau d'acceptation radicale forcé par les circonstances. Face à une telle impuissance, soit on s'effondre, soit on continue d'avancer, armé de la terrible connaissance qu'il n'y a rien à faire. C'est une leçon d'humilité et de résilience. Pour beaucoup, cette absence totale d'options a accéléré leur processus d'acceptation. Il n'y avait plus de place pour le « et si ». La toxicité de la personnalité de l'autre était exposée au grand jour, sans le moindre doute possible. Cette impuissance est au cœur de l'expérience de l'abus narcissique. Nous sommes impuissants à changer quelqu'un que nous aimons. Impuissants à arrêter le comportement abusif. Impuissants à rendre une famille plus sûre. Impuissants à faire en sorte que les tribunaux ou les ressources humaines voient la vérité. L'impuissance est probablement l'un des pires sentiments qu'un être humain puisse éprouver, surtout dans un monde qui nous dit constamment que nous avons le contrôle. Et avec cette impuissance vient un deuil. Un deuil complexe et persistant. Ce n'est pas le deuil que l'on ressent après la mort d'un être cher, qui, avec le temps, peut se transformer en une douce mélancolie. Le deuil narcissique ne se termine souvent pas tant que les deux personnes sont en vie. C'est une boucle de deuil perpétuelle. Même moi, après toutes ces années à étudier le sujet, je ressens parfois cette morsure. La vie est bien remplie, le travail est prenant. Je peux passer des mois à me sentir bien, presque arrogant, en pensant « ça y est, j'ai surmonté ça ». Et puis, un événement, une interaction, une simple pensée. Et le deuil revient, comme un poignard de glace sorti de nulle part. On est choqué, parce qu'on pensait en avoir fini. Ce deuil est complexe car même avec l'acceptation radicale, la douleur et le mal causé ne disparaissent pas. L'acceptation vous libère d'une grande partie de l'autoculpabilisation et vous prépare mieux pour l'avenir. Vous n'êtes plus surpris par les manipulations et les trahisons. Mais ne plus être surpris ne signifie pas ne plus être blessé. Et à chaque nouvelle blessure, le deuil peut ressurgir. Le deuil de la relation que vous pensiez avoir, le deuil de la personne que vous espériez qu'elle devienne, le deuil du temps perdu, des gens perdus, des parties de vous-même perdues. Que vous soyez sans contact, en contact sporadique ou en contact forcé, comme dans le cas de la coparentalité, chaque interaction peut réactiver la blessure. Le deuil ne se résout pas vraiment. C'est une perte qui continue de donner. Alors, cela signifie-t-il que vous êtes condamné à être triste? Pas nécessairement. Mais cela signifie que vous devez être préparé. Ce deuil peut vous faucher les jambes de manière inattendue. Une partie de la guérison consiste à avoir des attentes réalistes, non seulement sur la personne narcissique, mais aussi sur votre propre processus de deuil. Reconnaître qu'il est inévitable que vous soyez triste lorsque vous êtes confronté à cette relation.
Si le deuil continue de refaire surface, cela ne signifie pas que vous n'avez pas guéri. C'est juste un rappel que la guérison est désordonnée, compliquée et non linéaire. La partie la plus difficile est que le monde extérieur ne reconnaîtra souvent pas votre douleur comme un deuil légitime. On vous dira « mais il n'est pas mort » ou « quand vas-tu enfin passer à autre chose ?» Quand la tristesse frappe, ralentissez. Donnez-vous du temps et de l'espace, comme n'importe qui le ferait pour un deuil que la société juge acceptable. Accueillez ce sentiment avec autocompassion. Reconnaître que quelque chose de très réel vous est arrivé, quelque chose qui vous a blessé, et que cette blessure est souvent invisible aux yeux du monde. Il y a rarement de « clôture » dans une relation narcissique. C'est un fardeau que presque tous les survivants portent, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Alors, comment avancer? Comment faire à nouveau confiance? Comment oser sortir, rencontrer de nouvelles personnes, retomber amoureux? C'est la question que l'on me pose sans cesse. Aurais-je un jour à nouveau une relation? J'ai peur. La question devient alors, de quoi avez-vous peur? La plupart des gens répondent, d'être blessé à nouveau. Personne ne veut être blessé. Mais après une relation narcissique, la peur est plus profonde. Ce n'est pas seulement la peur de la douleur, c'est la peur d'avoir été dupé. On regarde en arrière et on pense, comment ai-je pu être si naïf? J'ai cru au love bombing, j'ai cru aux promesses. La relation entière peut ressembler à une escroquerie. Et cela nous laisse non seulement un sentiment de bêtise, mais aussi une profonde blessure, car nos sentiments, eux, étaient réels. Après une telle expérience, l'instinct est de se protéger, de se barricader, de ne plus faire confiance à personne. On devient hyper vigilant au moindre signe avant-coureur. Mais rester bloqué dans cette peur, c'est laisser le passé dicter l'avenir. Alors voici un pacte. La peur d'être dupé à nouveau, c'est en grande partie une question d'ego. Personne n'aime se sentir stupide. Mais le mauvais comportement est toujours du côté de l'escroc, pas du vôtre. Et maintenant, vous êtes armé de connaissances. Vous êtes beaucoup plus susceptible de repérer les signaux d'alarme. La vraie peur, c'est celle d'être blessé. La peur de revivre cette confusion, cette manipulation, ce doute constant. Mais voici la chose la plus importante que vous ayez apprise. Vous avez survécu à la pire des blessures. Si vous avez pu guérir d'une douleur accompagnée de gaslighting, de trahison et d'une destruction de votre estime de soi, vous pouvez guérir de tout. Vous êtes devenu, bien malgré vous, un expert en matière de guérison du cœur. Et si votre prochaine rupture est une rupture saine? Si la personne vous dit respectueusement que ça ne fonctionne pas, ou que vous voulez des choses différentes? Oui, ça fera mal. Mais vous remarquerez la différence. Vous serez peut-être triste, mais vous vous sentirez toujours comme une personne entière. Être un être humain, c'est accepter la possibilité de la douleur. Si nous arrêtions tout par peur d'être blessés, nous ne sortirions jamais de notre lit. Tenter à nouveau sa chance en amour ou en amitié après un abus narcissique peut sembler presque masochiste. Mais croyez-moi quand je vous dis que vous survivrez. Et qui sait? Peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine peine de cœur. Il faut aussi garder une place pour cette possibilité. Vous êtes un expert pour vous remettre de la douleur. Armé de cela, allez-y doucement. Tout le monde n'est pas narcissique. Tout le monde n'est pas indigne de confiance. Même si au milieu de votre guérison, vous avez l'impression que si.